Bonjour à tous, excusez-nous du petit retard parce que finalement un webinar sans problème technique n'est pas un vrai webinar. Alors déjà pour commencer, est-ce que vous m'entendez bien? En live, hein, Frédéric. Ok, merci beaucoup. Alors je me présente, Frédéric Baletti. Aujourd'hui, je serai accompagné de Muriel Handweiler, qui est directrice du développement des ressources humaines de la Fédération nationale du Crédit agricole, et Fabienne Alro, qui est directrice des ressources humaines du Crédit agricole, devrait nous rejoindre dans les prochaines minutes. Donc merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, on va vous parler d'expérience collaborateur et puis de cet impact qu'a le management sur cette expérience collaborateur. Et du coup, vu que c'est un système, tout ça, bah, l'expérience manager en tant que telle, particulièrement cette dernière année qui s'est écoulée. Donc c'est de là qu'on va partir. Je vais donner un petit coup d'accélérateur parce qu'on a perdu un peu de temps. Donc je vais aller un peu vite pour vite donner la parole à Muriel et Fabienne qui j'espère pourra nous rejoindre. Avant tout, faut que vous compreniez d'où ça vient. Parce que ce que je vais vous raconter, parce que dans la première partie, c'est que moi, je vais vous donner des grandes généralités de l'année 2020. Ensuite, Muriel apportera le cadre de la Fédération nationale du Crédit agricole sur le sujet. Et puis, Fabienne apportera quelque chose de plus opérationnel. Donc, nous, au niveau du cadre, il faut juste savoir que chez KPM, on analyse les propos des citoyens, des clients, des collaborateurs avec une approche unique par la syntaxe, c'est-à-dire qu'on arrive à voir l'intensité du discours des gens, donc on sait ce qui est important ou pas quand ils nous racontent les choses en fonction de la construction syntaxique. Donc ce que je vais vous raconter là tout de suite, ça vient juste, j'y reste 15 secondes de là. C'est-à-dire ça vient des 38 463 collaborateurs et managers qu'on a écoutés en 2020, des 56 947 verbatim qu'on a analysés et des 185 878 mots qu'on a triés à la main avec une moyenne de 150 thématiques. Nous, on travaille sur des questions ouvertes. Donc, nous, juste avec cette question-là, on demande une note de 1 à 10 et les raisons de la note, c'est ça qu'on analyse. Et c'est ça que je vais vous raconter aujourd'hui, avec bien sûr Fabienne et Muriel. Quand on analysait les verbatims du premier confinement, on en a sorti un tracker, c'est l'exemple que vous avez là. Et là où on a été étonné à l'époque, parce que ça fait quand même des années qu'on fait ça, c'est qu'il y avait un sujet sur le management qui était particulier. Rapidement, quand le bonhomme jaune est dans le bleu, c'est que ça se passe bien. Quand le bonhomme jaune est dans le rouge, c'est que ça se passe moins bien. Je vous le fais très très rapidement, parce qu'on n'est pas là pour présenter la méthode. Juste à savoir que au premier confinement, on a eu un retour sur le management qui était globalement positif. Et ça nous a vachement étonné parce que ça fait des années que le discours autour du management est plutôt critique et négatif. Au premier confinement, il s'était passé quelque chose, il y a eu un tour de magie. Malgré toujours ces deux écoles qui s'affrontent, on y reviendra, entre ce management par le contrôle et ce management par la confiance. Vous voyez ces deux écoles qui étaient en guerre pendant ce premier confinement avec des managers par le contrôle qui parfois appelaient en boucle les collaborateurs pour savoir t'en étais où, qu'est-ce que tu fais, bonjour Fabienne, etc. On avait majoritairement quelque chose de positif. Et c'est vrai que c'est intéressant. Hop, c'est la différence entre les deux confinements, entre le premier confinement et après. Au premier confinement, on avait un discours qui était positif de manière générale, parce qu'en fait, on était un peu tous dans le même bateau. Souvenez-vous, Bonjour, du vous confinement, m'entendez? on se retrouve. Je vous entends très bien, Fabienne. Nickel. Bienvenue. Je vous laisse. Merci, Ferrat, à bientôt. Merci Ferrat. Premier confinement, on avait tout le monde dans le même bateau. C'est-à-dire que, bah, vous vous en souvenez, hein, on avait une espèce de solidarité un peu nationale, j'ai envie de dire d'internationale, où de toute façon on n'avait pas le choix, on était tous enfermés, il y avait une espèce de solidarité. Enfin, on était plus compréhensif, plus patient sur pas mal de choses. Même s'il y avait beaucoup de managers qui avaient un discours compliqué, des comportements compliqués, on était de manière générale, bon, ok, en même temps c'est compliqué, je comprends. Même si on avait des managers qui déjà à cette époque, déjà lors du premier confinement, nous disaient, au secours, je n'arrive pas à faire du management à distance. Au secours, je ne sais pas repérer les signaux faibles de mes collaborateurs. Et des collaborateurs qui disaient, bon, parfois, il est un peu limite, quoi. Mais je comprends, c'est un peu compliqué, etc. Ensuite, ce qu'on a vu au fur et à mesure des études, après le premier confinement, c'est que cette petite magie de on est tous dans le même bateau du premier confinement a disparu. La magie, elle n'est plus là. Ça fait 1 an que ça dure, et les choses que les collaborateurs avaient tendance à tolérer à l'époque, bah, ils ne tolèrent plus.
Ils le tolèrent plus et on le voit, et je pense que vous voyez dans tous les derniers papiers qu'il y a, notamment sur les risques psychosociaux, que la relation avec le manager se tend, que les problématiques de harcèlement moral sont en train d'exploser, parce que les gens sont en train de dire, mais en fait, je subis du harcèlement moral de mon manager, il m'appelle 8 fois par jour, j'ai des réunions du matin à la nuit, etc., etc., etc. Et des managers qui sont dans un état de plus en plus critique, des managers qui s'en sortent de moins en moins bien, parce que déjà, ils ont les mêmes problèmes que tout citoyen à se gérer eux-mêmes, leur famille, etc. Mais en plus, ils doivent essayer de gérer des collaborateurs à distance, et ils savent pas faire. Et donc, ce manque d'outillage des managers sur le management à distance, sachant déjà que de base, le management, on avait du boulot, hein, mais ce management à distance fait que ça devient critique. Non, nous, ce qu'on voit depuis ce premier confinement, donc après le premier confinement, c'est une dégradation de la relation entre les collaborateurs et les managers qui ne savent pas quoi faire. Et vous savez bien que quand on ne sait pas quoi faire, on fait le dos rond, et il n'y a rien de pire que de faire le dos rond. Donc vous êtes dans une espèce de cercle un peu infernal. Donc c'est ce qu'il faut retenir très rapidement, c'est une dégradation des relations managériales, donc des soucis qui peuvent arriver. Et je vais m'arrêter là parce qu'il faut que je fasse vite. C'est un sujet qui est très intéressant et qui permet de faire le lien avec ce qui sera présenté après. C'est que nous, on rentre dans le détail. Quand on rentre dans le détail, on s'est aperçu qu'il y a un décrochage du discours des managers de proximité de manière générale, hein, sur toutes les études qu'on fait, sur l'autonomie. Les managers de proximité sont en train de nous expliquer qu'ils n'ont pas les moyens, ni le pouvoir, ni les ressources nécessaires et indispensables pour bien faire fonctionner l'équipe. Donc, vous avez un décrochage dans plein de boîtes, pas partout, dans plein de boîtes, de ce management de proximité qui est pourtant le lien encore plus fort normalement aujourd'hui entre l'organisation, entre le collectif, entre l'histoire collective et les gens qui sont chez eux, notamment pour les entreprises qui sont parties sur un 100% télétravail, notamment recommandé par le gouvernement pour de bonnes raisons. Donc, il y a ce décrochage. Donc, du coup, sur l'autonomie, on s'est dit, tiens, comment ça se fait que les managers n'aient pas les moyens d'aider les équipes? Et je fais un dernier point là-dessus, parce que vous avez vu, je pense, la dernière étude qui est sortie cette semaine, qui disait que ça y est, en France, nous avions plus de cadres que d'ouvriers. Donc, du coup, ça doit aussi nous questionner là-dessus, notamment dans les grandes organisations, où parfois vous avez des managers pour une personne, où finalement vous avez plus de managers que de collaborateurs parfois, parce que le management est la voie royale d'évolution, mais finalement on a des gens qui managent une personne. Et donc du coup, c'est des managers qui ne sont pas des managers, donc ils n'ont pas les moyens de bien faire leur boulot. Donc ça doit questionner. Donc le sujet de l'autonomie. Et maintenant, je vais donner la voix à Muriel, qui va nous présenter le point de vue de la Fédération nationale du Crédit Agricole. Vu les problèmes techniques, Muriel vous parle de mon téléphone et mon téléphone vous retransmet le son, sachez-le, on a bricolé. Donc Muriel, je te laisse te présenter et je te donne la main tout en passant les slides pour toi. Merci beaucoup. Merci Frédéric, j'espère que vous m'entendez bien. On va avoir peut-être un retour Frédéric. Qui intervient, donc c'est Muriel qui va. En plus, c'est oui. On vous entend. Là, il faut désactiver votre micro. Ok, c'est super. Parfait. C'est très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Muriel Antéder. Je suis directrice du développement des ressources humaines à la Fédération nationale du Crédit Agricole depuis 2 ans et demi. Et précédemment, j'ai 30 ans d'expérience dans les caisses régionales, tant dans le commercial que le bancaire ou la finance. Voilà, donc je suis très heureuse d'être parmi vous. Je serai accompagnée aussi de Fabienne Alro, qui elle est en caisse régionale. Et on va vous dresser un petit peu dans l'esprit le panorama, avec bien sûr toute l'unité nécessaire de ce qui se passe dans notre entreprise et comment est-ce que finalement cette expérience manager, cette expérience collaborateur dans les caisses régionales trouve une forme de dynamique dans la durée et qui, en dépit de la crise et de ce que vient d'exposer Frédéric, arrive à vraiment, on va dire, grandir globalement dans un climat, et c'est notre conviction, il le faut, de responsabilité et de confiance, qu'on veut développer encore. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà? Qui sommes-nous? Je voulais juste rappeler, avant d'entrer dans le vif du sujet, Crédit Agricole, c'est un groupe qui est uni et décentralisé à la fois. Donc, dans le schéma qui est à votre droite, vous voyez que bien sûr, il y a 39 caisses régionales, c'est elles qui sont actionnaires du groupe dit Crédit Agricole, et elles sont bien sûr adossées à des entités qu'on appelle métiers, dans tous les domaines de la banque et assurance. Donc ces 39 caisses régionales, ça représente 70 000 collaborateurs, et le groupe Crédit Agricole,
c'est 142 000 précisément collaborateurs. Donc voilà, un enjeu aussi de taille, vous voyez, d'embarquement de grandes équipes. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour cela? La Fédération pour les caisses régionales, c'est un organe politique qui prend des décisions d'orientation avec les dirigeants des caisses régionales, DG, président. Et chacune des caisses est ensuite autonome pour mettre en place sa transformation. Donc ça, c'était important de le voir sur le plan culturel, parce que vous comprenez bien que tout l'enjeu, c'est de développer un collectif très puissant autour de grandes orientations, en laissant aussi l'autonomie, et Fabien y reviendra, en caisse régionale. Donc le sujet de l'autonomie, vous voyez, il est déjà, il irrigue notre organisation. C'est pas uniquement pour le manager, mais c'est aussi pour nos structures. Alors pourquoi nous nous mobilisons? Ça, c'est quelque chose de capital. Il nous a paru une colonne vertébrale qui s'est avérée extrêmement utile pendant la crise. Le Crédit Agricole avait défini sa raison d'être juste avant la crise. C'était fin 2018. Vous la voyez écrite ici, c'est agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. Et cette utilité, j'insiste parce qu'en fait, vous allez voir que dans notre concept, elle irrigue le sujet de la responsabilité et elle fait écho à l'engagement collaborateur et manager. Vous allez voir comment. Par rapport à cette raison d'être, donc ce sens qui mobilise toutes les entités, on a 3 piliers. Donc, un projet client, un projet humain et un projet sociétal. Donc, on va se focuser sur le projet humain. Vous voyez qu'il y a cette indication. La ligne directrice, c'est responsabilité en proximité. Alors, que se passe-t-il chez nous par rapport à cette déclinaison de la responsabilité en proximité? Là, je vous ai mis la cartographie des caisses. Comment est-ce qu'on a mené ce projet depuis à peu près 2 ans? D'abord, on est parti de quel était notre existant d'engagement. Donc, on a une mesure depuis 5 ans qui s'appelle l'IER, l'indice d'engagement et de recommandation. Et là, cet indice de recommandation, c'est un indicateur qui est quantitatif. On voit le niveau d'engagement, de recommandation. Il progresse aujourd'hui et il est à un très bon niveau puisqu'on a un score IER qui est proche de 80%. C'est-à-dire que 80% de nos collaborateurs sont fiers d'appartenir à l'entreprise et nous recommanderaient l'entreprise pour un candidat. On est parti de un peu moins loin depuis 5 ans et on a agi sur plusieurs facteurs. C'est ça qui est intéressant peut-être de partager. D'abord, le sujet de la fierté d'appartenance. La fierté d'appartenance autour de l'utilité, de l'engagement vis-à-vis des clients ressort comme un des facteurs clés qui fait que l'IER est un bon positionnement. Il a progressé dans ce sens pendant la crise, plus 5 points, parce que justement, vous voyez, en alignement stratégique, cette fierté d'appartenance, on était aux côtés de nos clients, on distribuait les PGE, on était là avec une interaction malgré la crise, ça a constitué encore une plus grande fierté, un engagement. Après, il y a des choses plus structurelles. Il s'avère que si la progression de l'IER est au rendez-vous, c'est qu'il y a eu des leviers d'engagement qu'on avait identifiés. Alors, je veux en citer 2. Bien sûr, les outils, l'organisation du travail, donc finalement plus agile, plus flexible. Pendant la crise, ce qui a été assez remarquable, c'est qu'on a pu mettre beaucoup de nos collaborateurs en travail à distance très vite, avec une agilité technologique qu'on n'avait pas prévue. Au tout début, on a eu vraiment peur, et puis on est arrivé à donner les ressources technologiques. Donc ça, c'est reconnu par les collaborateurs post-crise. Et puis, il y a le sujet des pratiques managériales. Tout à l'heure, Frédéric parlait des 2 vitesses, plutôt contrôle, commande, avec une figure d'autorité qui est quand même très forte, hiérarchique, c'est notre culture. Et puis à côté de ça, une pratique qui se développe, qu'on encourage, c'est celle autour de la confiance, de la mise en discussion du travail. Et il ressort que c'est avec ces 2 leviers, outils, organisation du travail et évolution des pratiques, que l'on trouve les meilleurs, finalement, développements d'engagement.
Voilà, donc ça, je pense que c'est important de comprendre ce contexte-là, donc un IER. Et à partir de cet IER, comme il est fait dans toutes les caisses régionales, aussi au niveau du groupe, le rôle de la Fédé avec les caisses, c'est de dire, plutôt que d'être dans l'injonction et de voir, voilà, il faut faire ça, il faut faire une pratique qui doit être du feedback, il faut la mettre partout, on l'impose. On est plutôt dans, on travaille avec les caisses chaque année pour faire et évoluer ce qu'on a appelé, ce qu'on a créé, un livre blanc de l'engagement durable au Crédit Agricole. Et ce livre blanc, ben voilà, je pourrais répondre aux questions, mais il a identifié des levées de l'engagement durable. J'en ai cité 2, mais je pourrais vous en citer finalement 2 autres. C'est au global le principe de la transparence dans les décisions. Ça crée plus de confiance dans les dirigeants, c'est ce qu'on constate aussi. De la co-construction, et ça rejoint le sujet de la confiance, donc comment on co-construit, y compris avec les managers collaborateurs, ces nouvelles pratiques. Et puis, celui de la personnalisation, c'est-à-dire que par exemple, dans les politiques RH, plus on est capable d'avoir des politiques, et Fabien y reviendra, plutôt personnalisées, y compris dans l'accompagnement formation des managers par exemple, mieux c'est en termes d'engagement. Donc voilà, quelques idées pour dire que ce livre régulier qu'on revisite avec les caisses nous permet d'avancer progressivement sur ces sujets de l'engagement. Alors pour faire le lien avec notre ambition qui est voilà, de continuer à faire que cette expérience elle soit mieux vécue, qu'elle soit porteur d'engagement, je vais parler de l'IER. Je voulais juste faire un zoom sur notre volet humain. Donc, vous l'avez compris, l'objectif, l'ambition, c'est développer de la responsabilité en proximité. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça passe par à la fois une performance de l'entreprise, c'est ce qu'on recherche et c'est ce qu'on suit, et le manager comme le collaborateur doit mettre en discussion le sujet de c'est quoi la performance attendue. Deuxièmement, premièrement, même la satisfaction des clients. Donc là, notre condition, c'est aussi de pouvoir mettre en discussion le sujet de comment est-ce qu'on peut évoluer dans notre satisfaction client, mais au travers de la situation de travail. Hein, on a même un observatoire de la situation des conditions de travail qui est autour de ça. Comment on analyse le travail, comment il se fait, comment on le met en discussion. Ça, c'est un deuxième volet. Et enfin, bien sûr, le bien-être, ce qu'on appelle la satisfaction des collaborateurs, là j'en ai parlé pas mal, et c'est ces 3 sujets qui nous paraissent capitales à mettre en discussion pour permettre au fur et à mesure des situations, là il y a une crise, mais demain il y aura autre chose, de faire qu'on soit plus agile, plus capable d'être ouvert sur l'extérieur, de s'adapter aux parties prenantes, de mettre en discussion d'ailleurs notre prestation avec un écosystème. Donc, en fait, le manager d'égocentré, il doit être éco-centré. Si je donne vraiment ce qui est notre conviction. Et dans ce cadre-là, aussi quelques recommandations partagées avec Fabienne et les caisses, on s'aperçoit qu'il y a quand même 3 conditions de succès. C'est une vision stratégique. J'ai essayé de vous la donner un peu qui soit vraiment alignée avec une posture du top management vraiment, je dirais, cohérente, transparente. Premier point. Deuxième point, la prise en compte de la culture d'entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que même si on est un grand groupe, chacune des entités, de nos entités, ont leur propre culture, ont leur propre maturité sur ces sujets. Et nous, on préconise de partir de cette culture d'entreprise pour après amener progressivement une évolution. Et enfin, le 3e point, avant de passer la parole à Fabienne, c'est la préconisation d'une vraie constance, cohérence dans la démarche pour que cette transformation s'opère dans la durée, sachant que notre objectif, c'est de satisfaire nos clients et notre performance à la clé dans la durée pour voilà, être durablement compétitif. Voilà ce que je pouvais dire, Frédéric, sur un peu l'esprit de notre démarche, et puis je pense qu'elle va être très intéressante à incarner avec le cas de Nord de France, donc c'est notre caisse régionale, grande caisse régionale, qui va être présentée par Fabienne et qui s'est engagée dans cette démarche-là.
Merci beaucoup, Muriel. Alors, petit moment technique, je vais téléphoner à Fabienne pour qu'elle puisse vous parler. Donc, c'est le petit moment 1 minute de boire un mini verre d'eau. Euh, et Fabienne arrive dans les quelques secondes qui arrivent. Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans la continuité de l'exposé de Muriel Handweiler, effectivement, donc à la Caisse régionale de Nord-de-France, on s'est inscrit dans le projet de groupe et du projet collectif des caisses régionales, notamment dans les transformations associées au pilier humain, c'est-à-dire un ensemble d'actions qu'on souhaite mener pour transformer nos entreprises. Et on est convaincu au Crédit Agricole, et notamment au Crédit Agricole Nord-de-France, que la transformation, la clé de voûte de la transformation, la colonne vertébrale de la transformation, elle passe par la ligne managériale. Et pour aider nos managers à accompagner la transformation, il faut qu'ils se transforment eux-mêmes. Il faut qu'on puisse leur donner, les aider en fait à cette transformation. Alors la démarche qui nous a animés, si vous voulez, elle est un petit peu différente de celle qu'on pouvait avoir habituellement, dans la mesure où on a décidé en fait déjà de faire un diagnostic de la culture managériale de la caisse régionale. Pour ça, on a travaillé avec un cabinet extérieur, parce que c'était bien aussi justement d'avoir un œil neuf, un œil différent de celui qu'on peut avoir habituellement. Et pour réaliser ce diagnostic de la culture managériale, on a aussi un petit peu travaillé différemment de ce qu'on avait l'habitude de faire, dans la mesure où, bien sûr, on a fait des ateliers individuels, on a fait des ateliers collectifs avec des managers et des non-managers de la caisse régionale, mais on a fait également une analyse sémantique de la communication interne de la caisse régionale, vous voyez des notes internes, la communication interne qu'on peut avoir dans une entreprise, et également une analyse sémantique des entretiens annuels. Et l'ensemble de ces éléments, à savoir les ateliers individuels, les ateliers collectifs, l'analyse sémantique des entretiens individuels, l'analyse sémantique de la communication interne, bien évidemment les interviews aussi du comité de direction, avec des moteurs d'intelligence artificielle, nous ont permis de déterminer, si vous voulez, d'avoir un panorama du diagnostic culturel managérial de la caisse régionale. Alors quand on fait un diagnostic, on en ressort des points de force et également des axes d'amélioration. Et ce diagnostic, il a une vertu, c'est qu'il nous permet de mieux nous connaître et de savoir, effectivement, d'avoir conscience de nos points de force et aussi de connaître nos axes d'amélioration. Et à partir de là, si vous voulez, de co-construire avec les managers une démarche de développement de formation, si vous voulez, qui nous soit totalement dédiée et qui nous permettent effectivement de travailler nos points de progrès. Donc, une fois qu'on a fait ce diagnostic culturel, on a, avec 40 managers pilotes, élaboré un diagnostic, cette fois-ci, qui visait, sur la base de 40 questions, d'avoir son propre diagnostic, cette fois-ci individuel. Moi, en tant que manager, quel est mon diagnostic managérial? En fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui me caractérise en tant que manager, et notamment au regard du diagnostic qui avait été fait. Et fort ensuite de ce diagnostic, si vous voulez, on a co-construit un parcours de développement. Il y a 3 parcours de développement, si vous voulez, qui sont adaptés à chaque diagnostic. C'est-à-dire que le parti pris qu'on a eu, c'est de ne pas faire la même formation managériale pour tous les managers. Parce qu'on s'est dit, il y a des managers qui sont expérimentés, il y a des managers qui viennent de prendre leur poste, il y a des managers qui, eux, sont entre les deux. Et en fait, on n'a pas les mêmes besoins en fonction de la maturité que l'on a dans l'exercice des responsabilités de manager. On n'a pas non plus les mêmes personnalités. Nous, on a des managers qui sont à 70% dans le réseau en face à face avec nos clients. On a des managers qui sont sur des fonctions support, qui managent de la transformation en processus, en démarche lean, etc. Donc, ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc, le parti pris qu'on a pris, c'est donc d'avoir des parcours personnalisés et pas le même parcours pour tout le monde. Donc, fort de ce diagnostic individuel, chaque manager rentre ensuite dans une démarche
personnalisé de développement. Ce parcours de formation, il a une autre particularité, c'est qu'il dure 21 jours. C'est 20 minutes par jour pendant 21 jours. Toutes les semaines, il y a des trios managériaux qui échangent sur ce qu'ils ont appris dans la semaine, ce qu'ils ont retenu, ce sur quoi, quelles sont les 1 ou 2 actions qu'ils vont mettre en place. Ils échangent aussi avec leurs collaborateurs et au terme des 21 jours, bien sûr, on va continuer à animer cette démarche de développement managérial. Et l'avantage de l'autre caractéristique de cette démarche, c'est qu'elle est totalement à distanciel. Ça, quand on l'a pensé, construit au départ, si vous voulez, parce que ça n'existait pas, on n'avait jamais imaginé qu'on se retrouvait dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Mais ça nous a bien arrangé parce que du coup, si vous voulez, on peut déployer cette démarche de formation managériale à l'ensemble des managers de la Caisse régionale du Nord de France, mais on le fait également aussi maintenant avec les nouveaux managers, c'est-à-dire ceux qui viennent d'être nommés, pour que ça, si vous voulez, ça vive et que ça devienne une marque managériale de la Caisse régionale de Nord de France. Donc en synthèse, ce qu'il faut retenir dans la novation de cette démarche, c'est le diagnostic managérial, l'autodiagnostic, le programme de formation, de développement personnalisé, du feedback toutes les semaines entre pairs, et puis du distanciel. Et bien sûr, c'est une brique de la transformation managériale telle que vous la partagez, Muriel, et ça s'animera et ça s'accompagnera de d'autres démarches pour véritablement compléter l'ensemble de la transformation managériale de notre entreprise. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin et je remercie Frédéric de nous avoir permis de témoigner, Muriel et moi. Merci beaucoup Fabienne. Et du coup, j'aimerais faire un petit rebond, puis après il y a plein de questions, donc on fera le moment questions-réponses. C'est juste je fais un rebond parce que c'est quelque chose qui me parle. Voilà. C'est le fait. Est-ce que tu m'entends là, Muriel? Muriel, oui. Et Fabienne, tu m'entends? Ok. C'est que c'est pas que du one shot ce que fait Fabienne et ce qui est fait au Crédit Agricole Nord de France. C'est pas la baguette magique du on fait une formation one shot, etc. C'est quelque chose de continu et c'est vraiment un processus d'accompagnement. Et je suis personnellement, j'y crois pas à la formation baguette magique. Voilà. Pour moi, on ne devient pas manager en faisant 2 jours de formation sur les objectifs SMART, en fait. Pour moi, c'est un processus, c'est quelque chose qui prend du temps. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans l'approche qui a été construite par Crédit Agricole Nord de France. C'est vraiment de l'accompagnement sur la durée, avec du partage de pratiques, des feedbacks, etc. Donc, c'est un apprentissage. Donc, c'est des choses qui ancrent beaucoup mieux les pratiques que on est en chambre tous ensemble, on a écouté un conférencier qui nous explique c'est quoi le management, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a plu et je trouve ça vraiment très bien. Donc ça, c'est mon avis. Après, je vais commencer à me tourner un peu vers les questions. Les premières questions. Alors du coup, je vais profiter de Fabienne. On va commencer par toi. On nous demande si c'est bien 20 minutes par jour pendant 21 jours. C'est bien ce principe. Oui, c'est tout à fait ça le principe. Alors, une des premières questions qu'on a eues, à la fois moi, de mes collègues du comité de direction, mais aussi des managers, c'est « mais Fabienne, ça paraît peu ». Ce qui est important, c'est que en formation, c'est le fait, si vous voulez, bon, d'abord c'est quelque part aussi de l'auto-formation. Il faut déjà bien s'assurer que chaque manager dégage bien les 20 minutes pendant 21 jours. Ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, si vous voulez, c'est fait de telle façon, je ne l'ai pas dit ça, donc je vous remercie de votre question, c'est que dans les modules qui sont poussés, il peut y avoir de la vidéo, de la recherche sur Internet, des choses un petit peu plus classiques. Donc, c'est ce que disait Frédéric, c'est-à-dire que ça crée une nouvelle démarche, une nouvelle posture dans la façon d'apprendre, la façon de changer, et en utilisant effectivement aussi des nouvelles méthodes de formation et surtout et d'auto-formation. Donc ça, c'est ça qui est un petit peu nouveau au départ, alors qui peut un petit peu les déstabiliser. Et c'est pas une question d'âge, parce qu'en fait, on n'est plus dans du présentiel. J'ai quelqu'un qui me fait de la formation, on fait des cas pratiques. Non. Mais donc, il faut de la curiosité. Et le fait de faire 20 minutes pendant 21 jours, c'est surtout que ça crée une courbe d'apprentissage
qui fait qu'une fois que ça se termine, en fait, ça va pas. La démarche en tant que telle se termine, mais en fait, la formation va continuer parce qu'en fait, on a appris des nouvelles habitudes de feedback, d'auto-apprentissage, d'aller voir sur le net. Ou nous, si, par exemple, je ne l'ai pas dit, mais pour pouvoir partager la culture managériale, on a fait en interne des webinars. Parce que moi, il y a 330 managers dans la caisse régionale. Donc, j'ai fait des webinars par paquet, entre guillemets, excusez-moi, de 50 ou de 70 pour qu'ils puissent avoir la possibilité de poser des questions. Parce qu'il faut être extrêmement respectueux des personnes. Faire une transformation managériale, ça veut dire changer la culture managériale et ça prend du temps. Et on le sait bien, et il faut l'accepter. Et le souci, vraiment le point important, c'est encore une fois de bien respecter les personnes et de les emmener et de leur donner envie. Donc, ça ne peut se faire que dans le temps. Donc, en fait, si on veut dire que notre démarche Tempo Manager, pendant ces 20 jours, c'est 20 minutes par jour pendant 21 jours, plus l'autodiagnostic. Hein. On a fait aussi le webinaire sur la culture managériale. C'est l'ensemble. Hein. C'est le partage de diagnostic culturel. Ensuite, c'est l'autodiagnostic. Vous savez, quand il commence à se poser des questions, c'est le début de la transformation. Le fait ensuite de faire cette formation, et puis après, nous, on va transformer les entretiens annuels en feedback, on va faire un 360 degrés à la fin de l'année. Donc, c'est tout, parce qu'il y a une question, je crois que j'ai vu sur l'accompagnement, c'est tout ce qu'on va faire dans la suite qui va permettre de créer ce cercle vertueux de la transformation managériale. Merci beaucoup, Fabienne. Muriel, tu veux rebondir? Alors, on t'entend pas, je t'ai plus sur le... Il faut que tu remettes le son de ton téléphone, Muriel, parce qu'on t'entend pas. Est-ce que tu m'entends là? Oui. Ouais, ça y est. Oui, par rapport à faire écho à ce que fait Fabienne, peut-être elle pourra confirmer. Je parlais de l'IER au global. C'est plus des questions IER, c'est-à-dire que ça indique d'engagement et de recommandation. L'IER, c'est une mesure qui est nationale, mais qui, en fait, est faite dans chacune, elle est consolidée au niveau national, et elle est faite dans chacune des caisses régionales. Chacun fait son IER, en général, chaque année ou tous les 2 ans. Ça dépend, la caisse peut choisir de le faire tous les 2 ans. Et on a complété cette année l'IER, son analyse quantique, je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, par une analyse des verbatims. Il y a une question ouverte. L'analyse des verbatims, c'est le cabinet KPAM qui le fait et qui montre finalement que sur le plan qualitatif, cette attente, notamment de facilitation du travail, de construction, fait partie et d'évolution des pratiques managériales et le levier le plus attendu par les collaborateurs. Ce que je voulais dire, peut-être demander à Fabienne de l'illustrer, ce qui a été très intéressant par exemple, c'est qu'il y a eu une mise en discussion des verbatim UR, de l'analyse UR, par la caisse par exemple Nord-de-France. Ouais. C'est une première cette année, et je crois que la caisse, Fabienne le dira, mais voit que ça participe aussi de l'embarquement de l'ensemble des collaborateurs. Oui, alors je peux peut-être effectivement compléter. On réalise chaque année un IER dans la Caisse Nord-de-France, exactement comme l'a dit Muriel. Et dans nos axes de progrès de l'IER, dans ce qui remonte des verbatims, il y a des attentes sur des salariés, cette fois-ci, hein, c'est l'expression des salariés, sur un management différent. Et ce qu'on a fait avec KPM cette année de façon chirurgicale et de façon extrêmement qualitative, c'est ce que vous a partagé Frédéric, on a analysé l'ensemble des verbatims des collaborateurs qui sont venus conforter les attentes qu'il pouvait y avoir en matière de transformation managériale. Et là où le parti pris, si vous voulez, qu'on a eu, c'est de partager, comme on le fait habituellement, les résultats de l'IER, et notamment ce qui est ressorti des verbatims, à l'ensemble des collaborateurs. Et comme il ne s'agit en aucun cas de stigmatiser la ligne managériale, c'est de dire, voilà nous ce qu'on fait pour accompagner les managers dans les attentes qui sont celles de l'ensemble des salariés.
Et donc, on partage avec les salariés, donc par direction, on fait redescendre en fait l'IER, les résultats de l'IER et l'analyse des verbatims à l'ensemble des collaborateurs, d'accord? Et on leur dit, voilà ce que vous nous avez dit, voilà ce qu'on va faire par rapport à ce que vous nous avez dit. Et quand on est sur la transformation managériale, on dit à l'ensemble des collaborateurs, voilà ce qu'on est en train de faire avec les managers, aussi pour valoriser ce que font les managers. On le fait en toute transparence avec les managers. C'est-à-dire que les managers, eux, on leur avait bien expliqué tout ce qu'on allait faire bien en amont pour qu'ils aient le temps de s'approprier la démarche, d'être à l'aise, qu'on puisse lever les freins. Et encore une fois, l'objectif, c'est de les laisser, qu'ils restent très sereins par rapport à cette démarche. Je suis désolé de t'interrompre, Fabienne, parce qu'on est arrivé au bout. Alors, j'aimerais déjà vous remercier toutes les deux, nous excuser pour les problèmes techniques inattendus. Merci beaucoup, Fabienne. Merci beaucoup, Muriel, de votre retour. Je vais maintenant passer la main sur le prochain sujet qui est comment Humanis intègre le coaching digital dans ses stratégies de recrutement. Donc, cette partie vous sera présentée par, excusez-moi, Ève Royer, Leslie Tedgui et Jérémy Trantezeau. Prenez soin de vous. Merci beaucoup de votre patience, de votre écoute. Et merci encore à toutes les deux. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Merci beaucoup. Merci. Merci Frédéric. Au revoir. Merci.